Pour vous, mes hockey fans, et bienvenue à nouveau à un autre preview pour la saison 2021-2022. Et cette fois-ci, on s'attaque au très puissant Avalanche du Colorado. Alors, l'Avalanche Colorado aura connu une saison magique, au terme de quoi ils ont gagné le trophée du président. Donc, c'est la meilleure équipe de la saison régulière. Malheureusement pour eux, on semble rentrer dans une espèce de... je sais pas, de modèle qui se répète, genre un mauvais modèle qui se répète, c'est qu'on déçoit rendu en séries éliminatoires. Du côté de l'Avalanche Colorado, on a connu une saison régulière qui était quand même par séquence. Il y a eu des séquences beaucoup plus faibles que des séquences qui étaient vraiment plus fortes. Malheureusement, je pense pas que ça soit nécessairement le fait que tu termines premier qui te permet d'aller loin en séries éliminatoires. Souvent, c'est ta dernière séquence de saison régulière, puis c'est aussi comment tu t'es tenu pendant la saison régulière. Est-ce que tu as été capable de remonter des séquences difficiles en saison régulière de manière assez convaincante? Et du côté de Colorado, on a réussi quand même à se reprendre en main à plusieurs reprises. Sauf que on a eu une mauvaise séquence contre les Golden Knights, et c'est ce qui nous a mené au fait que malheureusement pour eux, on s'est fait sortir en deuxième ronde. On avait balayé les Blues de Saint-Louis en première ronde, mais du côté des Golden Knights, on avait commencé très fort. Puis après ça, on a eu une mauvaise séquence. Ce qui fait que l'organisation a été sortie en 6 en deuxième ronde, mais c'était une organisation honnêtement qui était bâtie pour aller loin. Point très positif du côté de l'Avalanche Colorado, c'est que, excusez-moi, c'est une équipe qui est relativement jeune. Du côté de l'attaque, là, sur mon tableau actuel là, de mes 4 lignes, tu as Darren Helm qui a passé la trentaine, tu as Kadri qui a 30 ans, puis après ça, tu descends à genre 28, 26, 25. Donc, tu sais, c'est des gars qui sont tous relativement jeunes. Au niveau des défenseurs, tu as McCurd qui est jeune, Girard qui est jeune, Beram qui est jeune, tu as Murray qui a plus d'expérience, Johnson un petit peu plus, Taves, il n'est pas tant vieux non plus. Fait que, honnêtement, c'est une équipe, c'est une organisation qui a gagné quand même beaucoup d'expérience dans les dernières années. Puis c'est une organisation qui a appris à gagner en saison régulière. Ça, c'est quelque chose de positif. Il faut juste pas qu'on rentre dans le moule des Capitals de Washington qui, pendant plusieurs années, étaient hyper dominants en saison régulière. Puis que finalement, ça a pris Barry Trotz pour gagner une seule coupe. Puis après ça, on est redevenu décevant en séries éliminatoires. Je le souhaite pas, en tout cas, du côté du Colorado, parce que c'est une organisation qui est intéressante à suivre. Donc, on revient avec l'entraîneur Jared Bednar, mais je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'on aurait changé quoi que ce soit. Ça l'a bien été l'année passée, tant mieux. On revient également avec Joe Sakic comme DG. En 2019-2020, on avait 70 matchs, 42 victoires, 20 défaites, 8 défaites en prolongation pour 92 points. On ramène ça à un total de 42 victoires, 28 défaites. Excellente saison régulière en 2019-2020. On a des ça en série, tout comme en 2021. Cette année, en 2021, on parle de 39 victoires, 13 défaites, 4 défaites en prolongation. Donc, 39 victoires et 17 défaites totales. 82 points. Excellente saison pour l'Avalanche du Colorado. Meilleure équipe de la Ligue nationale. Une moyenne de buts marqués de 3,52, ce qui représente la meilleure attaque de la Ligue nationale. Une moyenne de buts accordés de 2,36, ce qui représente la troisième meilleure défensive de la Ligue nationale. Un avantage numérique à 22,7. On est 8e dans la Ligue et 83,1. On est 8e dans la Ligue aussi. Fait que tout est bon là-dedans. Absolument tout est bon au point de vue statistique pour cette organisation-là. Certes, la réalité va être différente cette année. Il y a des poids importants qui sont partis. On parle du départ du gardien Philippe Grubauer qui avait connu une très bonne saison. Un petit conflit par rapport à la négociation de contrat avec Joe Sakic. Ça a l'air qu'il est assez rough au niveau de la négociation de contrat de Joe Sakic. D'ailleurs, ça l'a glandé longtemps concernant Gabriel Landeskog. Fait que, dans le cas de Landeskog, ça l'aurait pu mener jusqu'à un divorce avec le capitaine de l'équipe, mais finalement, il a accepté de signer le contrat proposé par Joe Sakic. But still, ça a l'air qu'il est très dur en affaire Joe Sakic. Enfin bref. Donc, on a eu le départ de Philippe Grubauer qui, lui, a considéré qu'il n'était pas payé à sa juste valeur avec l'Avalanche. Fait que fuck off, moi, m'en vais à Seattle. C'est là que je vais aller gagner à la place. On a eu le départ également de Brandon Saad et on a eu également Donskoy qui a été échangé dans le cas de Donskoy. Échangé ou il a été réclamé, je ne me rappelle pas dans le cas de Donskoy. Mais en tout cas, Donskoy il est parti. Non, je pense Donskoy a été réclamé par Seattle. En tout cas, donc bref, on a eu des départs qui étaient des départs importants du côté de l'Avalanche du Colorado. Fait que même si on a connu une excellente saison l'année passée, l'équipe est quand même un petit peu changée, mais les piliers sont toujours les mêmes. On a terminé, bien entendu, on était premier dans la Ligue, donc on a terminé premier dans la division de l'Ouest. On a terminé... L'Ouest ou Central, eux autres? J'émets un doute. Je me rappelle plus dans quelle division qui était. Ah, ben écoute, vous me le direz. Dans la Ligue, on a terminé premier. On a été éliminé en deuxième ronde contre les Golden Knights de Vegas.
Le meilleur en termes de buts aurait été Mikko Rantanen, 30 buts. Le meilleur en termes de points aurait été Mikko Rantanen aussi, avec 66 points. Par contre, si on ramène ça sur un ratio de points par match, c'est Nathan MacKinnon qui aurait été le meilleur en termes de points, avec 65 points en 48 matchs. Sauf qu'au total, dans les chiffres absolus, c'est Rantanen qui est le meilleur pointeur de l'organisation. Fait que bref, on a connu une bonne saison. Bon, Landeskog a connu une bonne saison. MacKinnon a connu une bonne saison. Burakovsky a connu une bonne saison. Rantanen a connu une bonne saison. McCurd. Je veux dire, on a eu Philip Grobauer qui a été nominé pour le Vizina. On a eu Cal McCurd qui était nominé pour le Norris. On a eu Nathan MacKinnon qui était nominé pour le Trophy Hart. Hey, si bol, veux-tu quelque chose de mieux? Ça a été une saison exceptionnelle pour l'organisation. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été bien entendu Cal McCurd avec 44 points en 44 matchs pour un différentiel plus-moins de plus 17. Dans son cas, à lui, il a eu la chance de connaître Devon Toews qui nous arrivait des Islanders de New York. Et Devon Toews, 31 points, 53 matchs. Saison offensive très intéressante pour Devon Toews et c'est un gars qui est quand même responsable défensivement. Dans le cas de Cal McCurd, c'est un défenseur très intelligent. Il a beau être très offensif, mais dans son repli, il est rapide et il est efficace. C'est un gars qui est hyper intéressant du côté du Colorado. Des espoirs qui pourraient être des espoirs qui vont faire partie de l'organisation dès cette année, ben, on pense entre autres à Bowen Byram, 20 ans, un défenseur. Il a joué un total de 19 matchs. De 19 matchs, il a eu 2 points. Dans le cas de... C'est-tu Byram? Je me rappelle pas si c'était Byram. En tout cas, mais dans le cas de Byram, on l'a beaucoup apprécié du côté du Colorado. Je pense que c'est lui qui avait joué comme une moyenne de... Ouais, c'est lui. Il a joué une moyenne de 17 minutes 31 secondes à chaque match qu'il a joué. Fait que même s'il y a juste 2 points, 19 en 19 matchs, il y a eu quand même un gros taux d'utilisation pour le peu d'expérience qu'il a. Fait que franchement, c'est un gars que l'Avalanche du Colorado semble avoir confiance en lui, ou plus particulièrement Jared Bednar. Il a l'air d'avoir confiance en lui et probablement qu'il va être utilisé sur une base régulière cette année. Je lance ça comme ça. On a également Alex Newhook, 20 ans, un joueur de centre qui a joué entre autres au niveau de la NCAA. En 12 matchs, il a 7 buts, 9 passes et 16 points. Ça a été excellent au niveau de la NCAA. Il a joué un petit peu dans la Ligue nationale aussi, 6 matchs, 3 passes. C'est un gars qu'on semble avoir apprécié du côté du Colorado. Il pourrait être utilisé déjà. C'est un gars qui peut jouer au centre d'ailleurs. Il pourrait être utilisé déjà sur une base régulière avec l'organisation. À 20 ans, c'est un jeune homme qui... il nous arrive quand même du circuit universitaire, mais c'est un jeune homme qui semble avoir le potentiel de s'établir à LNH à sa première année. Et par la suite, on a Martin Kaut. Dans son cas, lui, il a 21 ans, un ailier droit. Il a joué partout l'année passée. Il a joué en Europe, dans la Ligue américaine, puis dans LNH. Il s'est promené partout. Alors, pour lui, ça serait bien d'avoir un peu de stabilité. Dans son cas, lui, il devrait revenir dans la Ligue américaine cette année. L'année passée, en 20 matchs, 16 points dans la Ligue américaine, il a réussi à bien s'établir. Sauf que le problème, c'est qu'il y a peut-être plus de difficultés dans la LNH. En 5 matchs, aucun point. Il y a plus de difficultés à s'établir. Ça prend un peu plus de temps pour lui pour se développer. Un gars comme Newhook, lui, semble être déjà prêt pour la LNH. Tandis que dans le cas de Martin Kaut, lui, ça semble prendre un petit peu plus de temps. Fait que peut-être que cette année, il va jouer encore dans la Ligue américaine. Si tel est le cas, il va déjà très bien dans la Ligue américaine. Mais je pense qu'il peut avoir une audition sérieuse pour la LNH dès cette année. Alors ça ici, c'est un alignement tel que je vous le propose. C'est pas nécessairement l'alignement qui va être l'alignement de l'Avalanche du Colorado, surtout pas après le training camp, parce que là, mes vidéos sont faites avant le training camp, fait que je sais même pas de quoi ça va avoir l'air. Je pense que pour la première ligne, ça, il n'y a absolument aucune question à vous poser. Souvent considéré comme étant une des meilleures premières lignes de toute la Ligue nationale, souvent comparée avec la fameuse ligne de Bergeron, Pasternak et Marchand. Dans le cas de Bergeron, Pasternak, Marchand, c'est une ligne qui est de finesse avec un excellent tireur et qui est responsable défensivement. Tandis que dans le cas de Landeskog, MacKinnon et Rantanen, c'est 3 gros bonhommes. Donc, c'est des gars qui ne sont pas nécessairement très responsables défensivement, mais c'est des gars qui font beaucoup de pression et qui sont très impliqués physiquement. Fait que c'est une excellente première ligne pour l'ensemble des équipes de la Ligue nationale. Le capitaine Gabriel Landeskog, 52 points en 54 matchs l'année passée, une très bonne saison, un conflit avec Joe Sakic concernant sa négociation de contrat. Il trouvait qu'on prenait trop son temps et qu'on faisait pas des offres sérieuses du côté de l'organisation, ce qui aurait pu causer un très gros froid. Puis c'est un gars qui fait preuve de leadership dans son équipe, ça n'aurait pas été bon de le perdre lui avec un gros froid avec l'organisation. Par la suite, on a la machine de Nathan MacKinnon, lui en 48 matchs, 65 points, ça a très bien été pour lui en saison régulière. Ça a été plus difficile contre les Golden Knights, mais sachez que quand même, c'est un gars qui a été présent à tous les matchs et qui se donnait. Dans le cas de Rantanen, lui, c'est 66 points en 52 matchs, une saison exceptionnelle. 5e meilleur pointeur. C'est tout ça, 5e? Je pense que oui. C'est 5e meilleur pointeur de toute la Ligue nationale. Mikko Rantanen, ouais, c'est ça. 5e meilleur pointeur de toute la Ligue nationale. Fait que franchement, ça a été exceptionnel pour lui.
Au niveau de la deuxième ligne, on va y aller avec Burakovsky, 44 points en 53 matchs. Ça va être mon meilleur joueur au niveau offensif de ma deuxième ligne. C'est un gars qui a connu une bonne saison l'année passée. Je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser avec Comfort, qui lui, ça a été plus difficile, 18 points en 48 matchs l'année passée. Dans le cas de Nazem Kadri, 32 points en 56 matchs l'année passée. Ça a bien été en saison régulière, ça n'a pas été terrible en séries éliminatoires. Mon cher Kadri a été suspendu, je pense que c'est même la deuxième année d'affilée qu'il se faisait suspendre. Suspendu 8 matchs après 2 matchs en séries éliminatoires contre les Blues de Saint-Louis. Fait qu'après avoir été suspendu, ben écoute, il y a eu 1 point en 2 matchs. Puis c'est ça. Parce que là, il était plus là. Et ça fait tout un trou au centre là, pour l'Avalanche Colorado. Fait que franchement, là, son indiscipline à ce gars-là coule en partie la profondeur au niveau du poste de centre de l'Avalanche Colorado. Ça a été un très mauvais move de sa part. Il faut qu'il apprenne à bien jouer de manière légale pour aider l'équipe à long terme en série. C'est une des raisons. C'est pas la seule raison pour laquelle l'Avalanche a malheureusement été sorti en deuxième ronde alors qu'on voyait cette équipe-là potentiellement gagner la Coupe Stanley, jouer contre l'Avalanche Colorado en finale, jouer contre le Lightning de Tampa Bay et l'Avalanche Colorado en finale. C'est une finale qui aurait eu bien du sens selon moi. Mais ça n'a pas été le cas. Par la suite, on y va avec le jeune Alex Newhook, que je vous ai parlé un petit peu tantôt. 3 points en 6 matchs l'année passée. Ça a bien été pour son expérience LNH, mais c'est sûr que là, la séquence va être plus longue que 6 matchs. Est-ce qu'il va être capable de maintenir un bon niveau? Ça va être quelque chose qui va être à suivre. C'est un gars qui devrait faire le saut dans la LNH cette année, ou du moins on l'espère. Par la suite, on y va avec Joss au niveau de notre troisième centre. Lui, c'est 17 points en 54 matchs, un joueur de profondeur. Nitushkin, 21 points en 55 matchs. Un joueur de profondeur qui est capable quand même d'apporter une certaine attaque. Donc, c'est un gars qui est intéressant du côté de l'Avalanche Colorado pour ton bottom 6. Il pourrait éventuellement être dans ton top 6. Ça pourrait être intéressant pour dépanner, il n'y a pas de problème là-dessus. Encore là, ça dépend comment est-ce que d'autres joueurs vont se comporter. Peut-être qu'eux vont monter dans le top 6 avant lui. Fait que bref, on verra. Par la suite, au niveau de la quatrième ligne, on y va avec Maltsev, 9 points en 33 matchs l'année passée. On a acquis Darren Helm des Red Wings de Détroit, 8 points en 47 matchs. Dans son cas, à lui, c'est un joueur de centre qui est très responsable. Fait que c'est vraiment pas un gars qui va apporter de l'attaque au niveau de cette équipe-là. Par contre, c'est un gars qui est intelligent dans son jeu. Fait il devrait être utilisé à des fins plus défensives qu'offensives, mais on en a-tu vraiment besoin des joueurs plus offensifs au Colorado? Non. Fait que c'est une belle acquisition. Puis surtout, ben, ça donne d'être le gars qui a le plus d'expérience au niveau de tous les joueurs d'avant dans ce que moi j'ai mis ici comme mes 4 premières lignes. Parce que lui, il est je pense qu'il est mi-trentaine. Kadri, il a 30 ans pile. Après ça, je pense qu'on tombe à genre 28 ans à Landeskog, puis 26, 25 dans ces eaux-là pour les autres. Fait que tu sais, c'est les deux gars qui ont le plus d'expérience, puis Kadri est clairement pas un exemple. Et par la suite, on y va avec Logan Connor, il est relativement jeune, 5 points en 22 matchs l'année passée. En termes de cote, on y va avec Sherwood, Martin Cott que je vous ai parlé tantôt, et Anisimov qu'on a acquis, lui qui a joué avec les Sénateurs d'Ottawa l'année passée. Ça a été très décevant pour lui au niveau d'Ottawa. Fait que je ne sais pas s'il va être capable de retrouver ses repères au Colorado. Je souhaite bien en tout cas, mais ça a été décevant l'année passée pour Artem Anisimov. Au niveau des défenseurs, ben on revient avec Devon Toews. Lui, il a établi sa place de manière assez solide au Colorado. Donc, il fait partie de ta première paire avec le très talentueux Cale Makar de 31 points en 53 matchs l'année passée. Quand même une bonne saison pour lui. C'est un gars qui est connu comme étant solide dans son jeu défensif, mais on voit qu'il est capable d'apporter quelque chose d'offensif très intéressant aussi. Pas aussi intéressant que Cale Makar. Lui, 44 points en 44 matchs, 1 point par match l'année passée. Ce jeune-là, il est exceptionnel. C'est le fun d'avoir joué. Là. Si vous avez la chance de regarder au moins 1 ou 2 games de l'Avalanche Colorado, l'intensité de leur première ligne, puis le jeu de Cale Makar, il est tellement intelligent, il est rapide dans son jeu, il ne pogne pas de pénalité. Ah! Il est beau à voir. Il est beau à voir. Par la suite, au niveau de la deuxième part, on va y aller avec Samuel Girard. Lui aussi, il est jeune, Samuel Girard. 32 points, 48 matchs l'année passée que je fais jouer avec Eric Johnson. Lui, il a joué juste 4 matchs l'année passée, dont 1 point. Mais je trouve ça intéressant de faire jouer un gars qui est comme plus ou moins mi-fin vingtaine avec un jeune. Après ça, un jeune avec un gars qui est plus ou moins fin vingtaine. Et finalement, je fais jouer Beram, que je vous ai parlé tantôt, Bowen Beram, que lui, j'assume qu'à 17 minutes-ish d'utilisation en moyenne l'année passée, c'est parce que l'équipe l'aime vraiment. Fait que j'avais pas le choix de le mettre dans mon top 6, que je fais jouer avec le vétéran Ryan Murray, qui a été acquis cette année pendant la saison morte. 14 points en 48 matchs l'année passée, mais c'est intéressant de faire jouer un vétéran avec un jeune. Tu sais, Beram, il a quand même juste 20 ans. Là. Fait que moi, je trouve ça intéressant d'avoir un gars qui a beaucoup plus d'expérience avec lui. Je pense que ça ferait une belle paire. Honnêtement, en termes de top 6, je suis assez satisfait. On va voir comment que Johnson va se comporter parce que l'année passée, il a manqué presque toute la saison finalement. Là. Mais s'il se comporte bien, c'est une très belle défensive. Très belle.
En termes de cote, on y va avec McDermott. Au niveau des gardiens de but, ben là, on a eu le conflit avec Philippe Grobauer, comme quoi il considérait que l'équipe n'offrait pas un vrai contrat sérieux, donc il a préféré continuer sa carrière avec le Kraken de Seattle. Alors là, on a été chercher des Coyotes de l'Arizona, Darcy Camper, 27 matchs, 2,56, 907. Du côté du Colorado, on a eu la difficulté à se trouver des gardiens de but solides, malheureusement, puis ça avait bien été pour Grobauer l'année passée, là, très bien été. Mais on n'a pas réussi à le garder. Fait que c'est une recette qui est un peu laborieuse du côté de l'Avalanche avec les gardiens de but. Darcy Camper, c'est un gars qui est à sa place. C'est un gars qui est très professionnel. C'est un gars qu'on aimait beaucoup en Arizona. C'est un gardien de but qui en a vu du rubber. On s'entend qu'avec les Coyotes, des fois, c'était assez difficile. Fait que c'est un gars qui a réussi à tenir le fort dans une équipe qui était plus chambranlante. Fait qu'avec une équipe qui est parfois désastreuse défensivement, mais qui parfois est quand même très solide. Probablement qu'il devrait avoir des bonnes performances. Ou du moins, c'est l'homme de confiance pour cette année au niveau du poste de partant. Par la suite, on va y aller avec Francouz. Dans son cas, lui, il n'a pas joué du tout l'année passée. Si on revient en 2019-2020, en 34 matchs, il y avait 2,41, 923. Ça fait un tandem très intéressant. Dans son cas, il a manqué toute la saison l'année passée, là, mais s'il revient avec des performances similaires à celles de 2019-2020, Darcy Camper et Francouz, ça fait un tandem très solide, très intéressant. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, si tout va bien, on ne devrait pas vraiment le voir dans la LNH. On y va avec Johansson, 15 matchs l'année passée, 2,87, 897. Mais on espère vraiment que le tandem de Francouz et Camper va être le permanent de la ligne de l'équipe pour l'année prochaine. Fait que, honnêtement, c'est une organisation qui va se battre encore pour les premières places dans la Ligue nationale. Je ne dis pas nécessairement qu'ils vont regagner encore le trophée du président, mais c'est une équipe qui devrait être dans le top de la Ligue. Assurément, ils vont participer aux séries. La question est de savoir est-ce qu'ils vont être capables de se rendre loin en série. L'ajout d'un gars d'expérience comme Murray et Elm, je trouve ça vraiment intéressant. Ça l'apporte quand même, pas nécessairement, je ne connais pas vraiment leur aspect leadership à ces deux gars-là, mais ça leur apporte quand même des gars qui ont eu beaucoup d'expérience dans la LNH. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis Darcy Camper, ben, qui a connu des moments assez difficile à dealer avec les Coyotes de l'Arizona par bout. Donc là, d'être dans une équipe gagnante, ça peut être hyper intéressant. Fait que c'est une organisation qui a déjà une excellente base, qu'il y a beaucoup de jeunes là-dedans qui ont gagné énormément en expérience dans les dernières années. On a un joueur en Nathan MacKinnon qui est enragé de victoire. Là, vous l'avez peut-être vu passer sur les médias sociaux, mais il incite beaucoup ses coéquipiers à bien manger, à s'entraîner. Puis vous aviez toute la saison off pour manger du junk food. Là, c'est plus le temps, tu sais. Donc, Nathan MacKinnon est dur avec ses coéquipiers, mais c'est ce qui fait peut-être que ses coéquipiers vont être meilleurs. Puis, si ce gars-là réussit à minder, parce que lui, dans sa tête, ce qu'il veut, c'est gagner la coupe. Là. Il veut pas de demi-mesure, il veut pas juste gagner en séries éliminatoires, il veut gagner la coupe. C'est une organisation qui est solide. C'est une organisation qui devrait aller loin. Donc, je vois pas vraiment de raison qu'il s'écrase cette année, d'après moi. C'est mon opinion. Alors, c'est tout pour ce qui est de mon preview de la saison 2021-2022 de l'Avalanche du Colorado. Alors, faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de l'édition 2021-2022 de l'Avalanche du Colorado au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, on y fait un petit j'aime. Également, on la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de hockey fans possible. Si vous vous abonnez, activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent très prochainement. Preview 2021-2022. Merci beaucoup de votre temps pour mon écoute. Merci beaucoup de votre écoute et de votre temps pour avoir regardé ma vidéo. J'apprécie beaucoup et on se reparle prochainement.